Cette série m'a rappelé le Game of Thrones de l'époque et je vous jure, ça fait grave du bien. A Knight of the Seven Kingdoms, saison 1. Il y a quelques semaines, j'avais critiqué l'épisode 1 de la série et lorsque l'épisode 2 était sorti, j'avais pas énormément de choses à dire. Du coup, je me suis dit, écoutez, je vais pas critiquer tous les épisodes chaque semaine, je vais faire ça à la fin. Je regrette un petit peu, car il y avait au fur et à mesure des épisodes de plus en plus de choses à dire. Donc je pense que j'aurais dû tous les critiquer, quitte à avoir un épisode 2 avec une vidéo un peu plus courte. Mais en tout cas, oui, plus tu regardais cette série, plus les choses se développaient, plus t'avais envie d'en parler en détail sur la mise en scène, les personnages, le scénario, plein de choses. Donc sincèrement, my bad, pardon. Mais aujourd'hui, on va parler quand même de cette saison 1, de ces 6 épisodes qui sont sortis, et je vais le faire avec plein de spoilers. Si vous n'avez pas vu l'intégralité de la première saison qui s'est achevée aujourd'hui, allez la voir et revenez sur cette vidéo après, car je vais commencer à spoiler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tron Ares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous Timothée le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN, de même quand vous regardez certains films. Parfois, vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'avais dit dans ma critique du premier épisode que j'allais être déçu si la saison 1 se passait uniquement dans ce village de championnat. Et la saison 1 s'est passée uniquement ici. Mais au final, j'ai trouvé ça vraiment bien car le road trip sera la série en intégralité et non pas la saison. Ils vont sortir une saison par an, ça c'est confirmé, normalement ça se fera entre guillemets sans problème. 6 épisodes à chaque fois, ils ont confirmé aussi le même format, 30 minutes par épisode. Et je vous jure, après cette saison 1, je suis prêt. Si vous sortez ça tous les ans, je suis grave prêt. 6 semaines de Knight of the Seven Kingdoms chaque année, pendant j'allais dire décennies, mais non, mais pendant des années et des années, je suis honnêtement grave chaud. Apparemment, il y a beaucoup d'histoires adaptées, donc moi, ça me va. Il faut parler quand même de cette saison 1 avec l'ambiance qui était pour moi l'une des forces de la série, entre la foire médiévale sans magie, sans dragon, la série qui s'intéresse principalement aux pauvres, aux gens qui galèrent et qui veulent une place dans ce monde. Il y a des choses un peu mystiques, comme une scène avec un oracle et ce genre de petites instances, mais globalement, ça ne sert uniquement à créer un peu de mystère et à créer un peu d'anticipation pour la suite, mais il n'y aura pas de magie durant cette série. Normalement, ça va rester médiéval. D'ailleurs, les créateurs ont dit que ça pourrait être tout simplement le Royaume-Uni, enfin du coup pas le Royaume-Uni, mais l'Angleterre au XIVe siècle. Là, ça m'a un peu fait rigoler parce que c'est un peu la vibe avec évidemment tous les acteurs qui vont avec. Ils sont tous britanniques, irlandais, voilà, du Royaume-Uni ou des îles britanniques de manière générale. Et c'est la force aussi de la série, c'est la manière dont ils ont créé cet univers, ce décor, avec tout ce qui était palpable, que ce soit les tentes, le village, l'herbe. T'as l'impression que t'étais dedans, t'étais dans cet univers pendant 6 épisodes. Et c'est ça qui était bien, quoi. T'étais généralement dans un univers plus sale que d'habitude, bondé de gens, de figurants, et en même temps ça contrastait la forteresse pour la royauté, la noblesse, plus sobre, calme, avec qu'une seule lumière, généralement d'une seule fenêtre, une vraie distance qui se crée avec le peuple. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et surtout avec notre personnage principal qui lui passe sa vie un peu comme un SDF, quoi, comme un Edge Knight sans habitation à côté d'un arbre. C'est plus contemplatif, mais plus beau aussi, plus sincère. Et on y croit tout le long, quoi. Juste grâce à la production design, grâce à la mise en scène, on est dans ce monde avec des beaux endroits, des moins beaux endroits, mais le cœur y est, quoi. Et ça qui est important, même si c'est un unique village, plus ou moins, il y a d'autres séquences à droite à gauche,
t'étais dedans, et ça c'est une grande force parce que c'est pas facile d'immerger le monde dans une série de fantasy. Je ferai pas une autre vidéo d'ailleurs sur ça, je vais parler un peu de comment HBO y arrive, mais pas Netflix, pas Amazon et ce genre de choses, à sortir normalement cette semaine. Donc ils ont fait un super travail sur ça. La tonalité pour moi elle est top, hein, avec ce début très comique, très léger, pour devenir de plus en plus dramatique, sérieux, tout en ayant toujours un brin de légèreté. Ils ont pas mal de jeux de foire, ils ont des moments où ils rigolent, pas mal de choses, mais ils se concentrent sur le drame des personnages avant tout, et ça joue par des moments au théâtre qui sont montrés comme juste fun, mais qui sont aussi un élément scénaristique important. La possibilité de romance entre Duncan et cet artiste est littéralement le cœur de cette saison 1 et l'élément déclencheur de tous les problèmes. Ça joue aussi sur le côté méta, comme j'avais dit dans ma critique de l'épisode 1, par rapport aux spectateurs de la série télé qui s'attendent à voir des dragons, de la magie, de la royauté, et qui au final se concentrent sur un chevalier qui n'a pas de maison. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très bien, justement car le village semble vivant avec ces personnages-là, ces activités, et c'est vraiment important. Et j'ai adoré passer ces 6 épisodes dans le village, quoi. J'étais à fond, je voulais vraiment me prendre même un jeu vidéo après, genre Kingdom Come Deliverance, pour rester dans l'univers un peu médiéval, parce que c'est rare de réussir ça dans une série télé. Alors oui, il faut de l'argent, du budget. Au cinéma, ça se fait quasiment plus aujourd'hui, donc ça m'a grave fait kiffer d'être dedans. La musique, elle est à la fois touchante, mignonne, dramatique, festive, joviale. Il y a une scène avec Egg et un cheval qui fait très féerique, c'est un peu une ode à la liberté. Et j'adore ce genre de séquence, ce genre de moment. J'adore aussi les personnages avec Harlan qui hante complètement le récit, le mentor de Dunk évidemment. C'est un personnage qui est à la fois complexe car il est alcoolique, problématique, maladroit, un peu incompétent, mais il est sincère et moral, et c'est vraiment le message de la série. C'est pour ça d'ailleurs que Dunk l'aime, il voit le bien en lui. Oui, Dunk a été abandonné, il était seul durant sa jeunesse, il a trouvé un peu de réconfort dans cet homme qu'il a sauvé, mais il se bat constamment pour la mémoire de son mentor, car c'est la bonne personne à ses yeux, et personne ne se rappelle de lui, et il trouve ça un petit peu triste, parce qu'à ses yeux, c'est le monde entier, quoi. C'est la personne la plus importante dans sa vie, et c'est ça qui est beau, et qu'il veut partager au monde, et il est déçu que personne s'en rappelle. Donc c'est un combat constant de lui pour honorer la morale de son maître, de son mentor, et c'est opposé directement à la noblesse, aux Targaryens, qui sont certes un peu plus complexes que d'habitude, entre guillemets d'habitude, hein, avec des archétypes différents qui dégagent quelque chose pour la série, entre tous les personnages qui sont généralement méprisants, horrible envers le bas peuple, entre guillemets, sauf un personnage évidemment, hein, le personnage qui se sacrifie à la fin de cette première saison, sans forcément le vouloir, mais voilà, qui savait que les risques étaient élevés, et il a quand même décidé de participer à ce jugement final pour sauver l'honneur. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, bah oui, les nobles sont montrés comme horribles. La scène de la joute est le parfait exemple. Dans l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, on a un Targaryen qui est à la fois supérieur moralement, d'après lui, qui est supérieur en termes de noblesse, de titres, d'argent, et en même temps qui est sadique, car il sait qu'il peut faire du mal au bas peuple sans impact sur sa vie, parce que voilà, il fait partie de la famille royale, il est intouchable par principe, et justement, lorsqu'il est touché, il est un peu pathétique, vraiment, il fait pitié devant tout le monde, et ça active le cœur de cette saison, quoi. Le jugement des 7, la révélation sur l'origine d'Egg, et en même temps, le fait que Dunk, notre chevalier, notre protagoniste, est prêt à tout pour sauver l'honneur et sauver la veuve et l'orphelin. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette saison, c'est que c'est vraiment une série sur la morale. Et Egg, il est vraiment dans cette famille sans vraiment se sentir Targaryen, c'est ça qui est intéressant. Il est contre l'autorité des Targaryens, et c'est lui qui fait le lien entre la politique de la noblesse et la politique du peuple. Et ça se voit que ça va être un roi s'il devient roi. En vrai, je sais pas trop ce qui se passe dans l'œuvre, j'ai pas lu ces contes-là et je me suis pas vraiment renseigné sur l'histoire, mais pour moi c'est logique que c'est le prochain roi, parce qu'il va vraiment symboliser le pont entre la noblesse et les pauvres, parce qu'il aura vécu un peu comme un pauvre toute sa vie, et d'après moi ça sera un bon roi. Je sais pas si c'est vrai, peut-être ou pas, mais pour moi c'est ça le truc. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai pas raison, me dites pas dans les commentaires, j'ai pas envie de savoir, mais moi je le vois comme ça, et la série va dans un peu cette direction, donc après c'est une théorie de mon côté, les gens qui ont lu les bouquins le savent, mais je pense qu'ils vont vraiment aller dans cette direction avant tout, parce que justement c'est la force du personnage, c'est le fait d'avoir vécu dans deux mondes différents. Il a une répartie qui est forte, on le voit, car il fait face à un chevalier dans l'épisode 3, sans problème, vraiment dans le dialogue, il fait face, il a pas peur, quelqu'un de courageux, tu vois qu'il est éduqué, tu vois qu'il a aussi les pieds sur terre, et c'est pour ça que c'est un personnage qui est fascinant, et tout se base, cette saison, sur la relation entre Dunk et Egg. Je veux dire, c'est deux mondes qui se rejoignent. Il y a une super scène que j'adore, où t'as ce personnage de Egg qui va chanter un peu le lore de Westeros, pendant que Dunk va littéralement vomir de stress. On est face à un chevalier perdu et seul, grand est fort, certes, et le petit enfant noble qui est plus à l'aise dans ce monde que le chevalier un peu triste, quoi. Et ça, je trouve que c'est une très belle scène, et pour moi, l'une des meilleures scènes de Game of Thrones de manière générale, c'est la scène du sandwich, parce qu'elle est vraiment simple. Après une petite quête dans le village où ils vont juste chercher à manger, des œufs, ce genre de choses, il y a juste ce moment-là
la magie de Game of Thrones, la magie entre ces deux personnages-là, ce duo, où il mange, il lui apprend à faire un peu d'artisanat, parce que Dunk, il est quand même assez connecté au monde, il était écuyer, mine de rien, il suivait un homme sur un road trip éternel, mais en même temps, Egg, bah oui, c'est la noblesse, il n'a pas fait grand-chose de ses propres mains, il y a cet échange entre justement un homme qui apprend et un enfant qui apprend, les deux apprennent, c'est beau, c'est le propos de la série, et c'est la magie Game of Thrones, pour moi, c'est la magie morale aussi de cette relation, et j'ai trouvé ça génial, quoi, et je trouve que c'est touchant, c'est beau, et cette scène, c'est pour moi l'une des meilleures de la série, quoi, sans déconner, c'est d'une simplicité folle, mais t'avais un gros sourire sur ton visage, tu te dis putain, mais c'est pour ça que je regarde des séries Game of Thrones et le monde de fantasy qu'a créé HBO. Alors oui, après il reste déconnecté à cause de la classe sociale, c'est tout le propos de leur engueulade après la révélation et quand Dunk est en prison, il est habillé en Targaryen, il est debout alors que Dunk est assis et justement il y a quelque chose qui se crée de supériorité par rapport à lui qui est un enfant et qui veut être son écuyer mais qui en même temps est littéralement supérieur dans voilà, la société de manière générale et c'est pour ça que juste après il s'assoit. Il se met à son niveau, il se recroqueville un petit peu sur lui-même, quoi. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien, qui est fort, il y a des idées de mise en scène par rapport à ça, parce qu'il y a une engueulade sur le mensonge évidemment, mais aussi sur le fait qu'il sent trahi Dunk, parce qu'il n'aime pas forcément la noblesse, lui il a jamais été fan de ça, il a été violenté un peu toute sa vie, t'as l'impression, et là le fait qu'il y ait Egg qui se mette devant lui, et ensuite assis, ça crée un truc quoi, et ça aide justement à cette relation, et il y a pas mal d'idées de mise en scène comme ça, pas beaucoup d'après moi, ce qui est un peu une déception pour la série, mais honnêtement ça va, hein, c'est extrêmement efficace tout de même, et c'est ça qui est fort avec Duncan, c'est qu'il se fait un peu traiter de loser par tout le monde, il dégage cette énergie de Edge Knight, donc de chevalier qui n'a pas de maison, de noblesse, et justement la noblesse ne le respecte pas, le méprise, il est costaud, il est grand, il est un peu bébête aussi, mais c'est pas méchant quoi, tu sais jamais durant la série à quel point il est doué ou pas avec des armes, à quel point c'est un bon chevalier. Tu sais qu'il est pauvre, tu sais qu'il galère, ok. Tu sais qu'il veut se séparer de ses chevaux à un moment pour gagner un peu d'argent, même s'il parle à ses chevaux et qu'il aime ses chevaux. Tu vois que le monde l'oppresse et qu'il est prêt à tout pour juste vivre et être un bon chevalier et honorer la mémoire de son mentor. Au moins les gens du village le respectent parce que les gens du village sont un peu les mêmes quoi. Ils sont un peu dans la même galère, ils s'entendent bien et tout, c'est pas parfait, mais au moins il est un peu respecté même s'il est un peu taquiné aussi par les gens de ce village. Et justement c'est encore un peu un enfant dans cette aussi, c'est pour ça que cette saison 1 c'est son rite initiatique, hein. Il est confronté à plein de choses violentes dès le début. Je crois que c'est la fin de l'épisode 2 où il y a une scène d'action avec la joute qui est une véritable angoisse pour lui, genre il panique, pour lui c'est chaotique, c'est brutal, il sait pas à quoi s'attendre et il est clairement pas prêt. C'est là que tu comprends qu'il est effrayé et qu'il n'a jamais vraiment combattu. Mais Egg est à fond. Egg a l'habitude, il a déjà vu ça, ça montre encore le décalage. T'as l'impression que t'as l'un des personnages qui est un enfant littéralement, qui est plus mature, plus adulte que l'écuyer adulte, grand, costaud, qui lui est encore un enfant dans sa tête. Donc c'est pour ça que c'est le rite initiatique de Dunk et Egg, et surtout de Dunk dans cette saison, et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais il a un truc qui est plus fort que tout, ce Duncan, c'est la morale quoi. Encore une fois, sauver la veuve et l'orphelin, c'est le sujet de la série, surtout face à la noblesse qui ignore ce peuple, le cœur plus fort que tout, et même les pauvres ou autres personnes pas nobles de manière générale sont prêtes à vendre leur honneur pour un titre, pour de l'argent. Mais pas lui. Lui, il est prêt à mourir pour avoir défendu une femme qui n'a rien demandé et qui était agressée par un riche, grosso modo, quoi, quelqu'un qui a abusé de sa supériorité dans la société. Et c'est ça qui est fort, quoi. C'est le contraste qu'il y a en lui par rapport au fait qu'il est prêt à tout pour sauver ce peuple, sauver ce monde et faire le bon acte. Et j'adore car c'est un mec qui a voyagé un peu toute sa vie adulte, entre guillemets, et surtout sa vie d'adolescent avec son mentor Arlan. Et c'est quelqu'un qui regardait tout le temps le ciel, j'imagine, qui regardait tout le temps le monde extérieur. Et lorsqu'il est en prison, il y a ce contraste où la lune tape dans son dos et pour une fois, il voit pas le ciel la nuit, mais il voit une cellule. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ces idées de mise en scène qui sont un peu rares, mais qui sont efficaces. Et j'ai envie de parler de ce fameux combat. Car oui, la première chose que j'aime bien, c'est que ce combat, ce jugement va complètement éclipser le vrai tournoi qui était prévu, chose que j'adore. Je trouve que c'est un beau retournement de situation. Un tournoi qui était censé honorer notre chevalier, notre protagoniste, et au final, un truc un peu arbitraire. Il voulait juste gagner un tournoi pour se faire connaître, pour assumer que c'est un chevalier. Mais là, il peut défendre des vraies valeurs chevaleresques dans ce jugement. Il voulait juste défendre une femme, et il est puni à cause de ça, et il doit se défendre en trouvant une équipe. Et je trouve que l'enjeu change complètement d'un moment à un autre de manière vraiment efficace et intelligente. Et c'est ce qu'on aime en fait dans Game of Thrones. C'est des choix de personnages difficiles, étonnants. D'un côté, dans ces équipes, on a un homme qui a décidé d'être un traître et a sacrifié son honneur pour de l'argent, pour un titre. Son écuyer qui décide de se rebeller contre lui. C'est ce qu'on aime aussi dans ce genre de série. Et un Baratheon qui est là un peu pour le fun, pour l'ego,
et qui a juste du mal à pisser après s'être fait tabasser durant le tournoi. Mais c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il fait genre de s'en foutre de la morale, il fait genre d'être un peu Vidaloka, mais lui il est clairement chevaleresque, c'est clairement un mec qui est à fond dans les bonnes vertus, qui est peut-être un peu voilà, trop alcoolique, qui s'amuse un peu trop, qui profite aussi de sa noblesse, son statut, mais il est proche du peuple et il est à fond dans ça aussi et il est prêt à sacrifier sa vie, non pas pour le fun, mais pour une bonne morale. Et un truc un peu d'égo aussi, évidemment, mais tu sens que c'est le mec qui en fait des caisses mais qui a un bon cœur au fond de lui et ça j'aime beaucoup. Et c'est pas juste un cheveu sur la soupe quoi, c'est quelqu'un qui semble logique dans ses actions, dans son fonctionnement et c'est un mec qui fait ça aussi pour la bonne chose quoi. Le build-up du combat est génial, même si je suis pas fan de la brume et du gris dans la majorité des séries. Là t'as la bande-annonce de House of Dragon qui est sortie la saison 3 là, c'est très gris, je suis pas très fan, j'en parlerai demain dans la vidéo actualité. Ça fait souvent cache-misère dans les séries, mais là je trouve que ça fonctionne. Il y a un truc par rapport à l'inconnu, par rapport à la peur de enfin être dans ce combat là. Et t'as aussi un super moment qui pose la question de pourquoi est-ce que Dunk n'adoube pas l'écuyer. Est-ce que c'est vraiment un chevalier? C'est un peu la question qu'on se pose toute la saison, évidemment. Ne connaît-il pas les mots pour adouber quelqu'un? Arlan l'a-t-il adoubé un peu à l'arrache? Du coup, il sait pas vraiment ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il veut pas le faire car ce n'est pas un vrai chevalier et il n'a pas envie de déshonorer quelqu'un d'autre qui n'a rien demandé et qui soit adoubé par un faux chevalier, du coup qui soit pas vraiment adoubé? L'honneur l'empêche-t-il d'adouber quelqu'un? Je trouve que c'est une très bonne question qui n'aura jamais de réponse dans cette série parce qu'on saura jamais littéralement si Duncan est un chevalier ou pas. D'ailleurs, dans le dernier épisode, il joue par rapport à ça. La fausse mort avant le potentiel adoubement, c'est génial parce qu'il y a cette phrase où il dit « tu ne m'as même pas encore adoubé » et en même temps, juste après, il fait semblant d'être mort et il se réveille. C'est ça qui est bien dans cette série, c'est qu'en fait, peu importe si Duncan est un chevalier ou pas, il a les valeurs chevaleresques. C'est quelqu'un qui est noble de cœur, non pas de statut, mais dans ce qu'il fait, dans ses actions. Et c'est ça qui est beau et c'est la morale et la leçon de la série. Tout le monde peut être un chevalier. Il suffit d'être une bonne personne avant tout. Et ça permet aussi évidemment d'avoir un travail de mise en scène par rapport au spectateur qui se fait un peu adouber, qui comprend la morale aussi comme l'écuyer. Ok, tout le monde peut l'être, il suffit d'être une bonne personne, de tenter des choses, de se sacrifier pour une cause morale et juste. Et je regrette encore une fois le manque d'idées de mise en scène, le fait qu'ils aient pas assumé d'avoir plus d'idées constamment et tout, mais ça reste quand même très très bien, parce que les rares vraiment idées qu'ils ont, je trouve, elles sont top. Il y a un truc sur la dynamique de pouvoir constante et tout, ça reste très efficace, mais ça n'élève pas la série en me disant ok, c'est une très bonne série, mais c'est pas non plus une série qui est mise en scène avec plein d'idées tout le temps. Mais ça reste bien, hein. Attention, ça reste très très bien. C'est juste mon seul défaut, je dirais, par rapport à la série, c'est ce petit problème par rapport à ça. Et un autre défaut que je vais citer dans quelques secondes, mais la direction d'acteur, en fait, elle fait partie aussi de la mise en scène, hein. Le réalisateur, il dirige les acteurs, et je trouve que le speech qu'a Duncan sur l'honneur, sur justement tout ce que raconte la série, sur le fait de vouloir sauver les gens les plus faibles, c'est ça qui est fort, quoi. C'est ça qui est bien. T'as des frissons, justement, car l'acteur est bon, car il zone à fond. Oui, c'est un peu moche à cause du gris et tout, je le concède, mais je trouve que ça joue bien dans l'ambiance de cette scène. T'es un peu, hein, t'as l'impression à l'aube, avant le début d'un combat, pour la fin de l'humanité, hein, parce qu'entre guillemets c'est un peu ça, la fin de ce qui rend les gens humains, la morale versus l'agresseur riche, et t'as des frissons avec aussi l'arrivée du Targaryen, qui lui se considère comme moral, comme bon, qui est conscient de sa déconnexion avec le bas peuple, mais il en profite aussi, je veux dire, il veut aider le monde, tu sens qu'il aurait pu faire un bon roi aussi, et c'est le Game of Thrones à l'ancienne, t'as pas besoin de dragons, t'as juste besoin d'aura farming, je rigole en disant ça évidemment, t'as juste besoin d'avoir une bonne conclusion à un arc de personnage, et là c'est le cas, t'as un personnage qui est là, qui a envie de se donner à fond pour une idée qui est bonne, et ça te fait plaisir, t'y crois. Et il y a aussi ce truc un peu Deus Ex Machina, entre guillemets, hein, qui fonctionne très très bien. Et je me faisais la remarque en regardant cet épisode 4, je me dis putain, mais c'est presque un feel-good show. Tout est tellement positif et beau dans cette série, il y a des choses horribles, attention encore une fois, mais contrairement à ce qu'on a d'habitude dans Game of Thrones, ça fait grave plaisir de regarder cette série tout le long. Maintenant, vous allez m'engueuler, parce que moi je trouve que l'épisode 5 est le pire de cette série. Il n'est pas mauvais, attention, mais je trouve que c'est le moins intéressant. Pour moi, il y a deux choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire que, oui, c'est le pire épisode, mais aussi le plus émouvant. C'est deux choses qui peuvent être vraies à la fois, hein, croyez-moi. C'est un épisode flashback qui aurait dû être complet. C'est-à-dire qu'il fallait pas alterner entre le flashback et le combat. Il fallait ou assumer et faire un vrai épisode flashback touchant et long, plutôt que là, ce truc où il y a des décors qui font un peu cheap, il n'y a pas beaucoup de figurants, c'est un peu plus restreint. Tu vois qu'ils l'ont fait un petit peu à l'arrache. Oui, le casting jeune fait très bien le travail, on dirait vraiment Duncan Jones, ce qui est très étonnant. Il y a le dialogue sur la pauvreté, l'envie de partir, l'émancipation. Tout expédié un peu trop vite, t'as pas le temps de t'attacher à ces nouveaux personnages, ils introduisent plein de nouveaux, c'est juste, ok, tiens, cahier des charges, il faut motiver Duncan, raconter son passé. Ça va beaucoup trop vite, t'as pas le temps de t'attacher à cette nouvelle situation, ce nouveau monde, c'est pas très beau en termes de mise en scène, de décor, de photographie, c'est très gris.
aussi, ça parle pas vraiment de ce chagrin, ce deuil. Bref, en fait, c'est vraiment en mode, ok, il y a un flashback, pourquoi faire pour qu'on ait un flashback aussi lorsque Dunk doit se réveiller et aller au combat à la fin de l'épisode. Dunk a tout perdu, ok, d'accord. Il rencontre Harlan bourré, mais un peu compétent et moral, super. Et oui, c'est mignon le road trip un peu initiatique, la rencontre entre les deux, le chevalier qui est vraiment edge, hein, qui a pas de domicile fixe, qui est alcoolisé, qui est maladroit, qui se blesse pendant son sommeil. C'est ridicule, mais c'est trop rapide. En fait, où fallait assumer, donner un vrai épisode à Harlan. Et je me demande vraiment si c'était pas mieux de prendre tous les moments flashback de toute la série et de faire qu'un seul épisode flashback, là, l'épisode 5, et ensuite avoir le combat pendant 15 minutes ou un truc comme ça dans l'épisode 6 et la conclusion, avoir un épisode de 45 minutes. Enfin, j'en sais rien, mais je trouve que ça cassait complètement le rythme de ce que t'attendais dans ce combat-là. Je trouve que c'était complètement le bordel à cause de ça. Mais le truc, c'est que le reste suit, quoi. Le combat suit, la bataille suit, mais je trouve que ça handicape beaucoup ce flashback, cet épisode-là qui aurait pu être vraiment intéressant, mieux rythmé, parce que le reste, oui, est pas mal, quoi. La transition du combat à littéralement flashback fonctionne, car t'as une blessure physique et une blessure émotionnelle, mais le problème vient du mélange des deux, quoi. C'est ça qui m'inquiète et qui m'embête. Peut-être ça aurait été intéressant d'avoir des flashbacks, peut-être tout le long de l'épisode, alterner entre le combat et le passé, j'en sais rien, peut-être, je pense que c'est pas une bonne idée non plus, mais il fallait tenter des choses. Là, t'as un début où tu commences avec la bataille, t'as un flashback de 10-15 minutes et tu retournes à la bataille. Je trouve que c'est un peu léger. Par contre, oui, bah disons les choses, hein, je pense qu'il fallait certes assumer le côté flashback à fond, mais pourquoi faire? Parce que tout allait dans cette direction, allait dans la direction de oui, il fallait avoir Harlan qui dise à Dunk de se réveiller. Mais moi, je pense sincèrement que l'impact émotionnel d'Harlan qui dit à Dunk de se réveiller aurait été exactement le même sans les 15 minutes de flashback. Hein. Je pense qu'on n'avait pas besoin des 15 minutes de flashback pour comprendre que, au fait, Harlan réveille Dunk et que Dunk pense à son mentor. Justement, quand il en parle tout le temps, justement, qu'on avait ces petits flashbacks avant. Donc, je pense que c'était pas nécessaire et je pense que ça ne sert pas à grand chose dans le récit. Et même, ça peut ne pas servir le récit, entre guillemets, si c'était bien fait. S'il y avait des bons décors, une mise en scène de fou durant les flashbacks et tout, j'aurais adoré. Là, je pense malheureusement que ça entrave et empoisonne un peu le rythme et la structure narrative de cet épisode-là. Parce que tout le reste, au fait, moi j'adore, quoi. Le combat est génial, c'est volontairement dégueulasse. Dans la boue, on voit justement la boue aller dans le casque de Dunk à plusieurs moments. C'est vraiment bien fait parce qu'ils insistent sur la saleté. On n'est jamais perdu dans la mise en scène, on comprend absolument tout. Ils tentent des idées de mise en scène avec des longues séquences. Tu sens l'impact des coups, l'efficacité de l'armure, qui est un truc qui est rarement montré dans ce genre d'œuvre, que ce soit au cinéma ou dans les séries télé. C'est bien de montrer qu'en fait les armures protègent, mais c'est pas suffisant. Ils tentent des vues à la première personne qui sont anxiogènes et claustrophobiques, que j'aime beaucoup. Aussi, ils sont en 1v1, mais ils peuvent se faire attaquer de partout, donc il y a un doute qui s'installe. Le point de vue sur Dunk est une bonne idée, car ça laisse vraiment aussi le doute sur les autres combattants qui peut-être sont en danger, t'en sais rien. Ça fait penser d'ailleurs au dernier duel de Ridley Scott. Et justement, Ridley Scott, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait balancé tous les flashbacks avant le duel pour qu'on puisse se construire sur le combat. Et là, c'est l'inverse que fait cette série et c'est un peu dommage. Mais oui, l'émotion marche bien, car même si tu sais qu'il va s'en sortir, il peut quand même perdre d'une manière ou d'une autre. Il peut avoir des défaites morales, il peut avoir des surprises. Tu ressens la fatigue, la lenteur des coups grâce au mixage son. Il y a un moment où le son est étouffé, je trouve que ça rend très très bien. On est dans l'action, on est dans le chaos, on n'entend plus grand chose. C'est vraiment camouflé de manière efficace. On voit pas grand chose à cause de la boue. C'est bien, quoi. Oui, la scène où il se lève est géniale. T'as aussi un peu les frissons, t'as envie qu'il y aille comme un combattant de boxe qui se lève à la Tyson Fury à un moment au 12e round. Tu dis, ok, putain, il va y aller. Ce genre de truc. Il y a une fin de combat qui est glorieuse et l'épisode est vraiment bien hors flashback. Encore une fois, je trouve que le flashback fait du mal à cet épisode. Il y a une vraie victoire morale qui est récompensée ici. C'est le gentil qui gagne en n'ayant pas tué qui que ce soit. Donc il a gardé un peu sa pureté aussi, entre guillemets. C'est rare dans Game of Thrones, mais ça fait du bien. La fin, en plus, c'est choquante parce que tout s'est bien passé, mais il fallait quand même un retournement, un petit twist. Et c'est le seul Targaryen un peu noble, bon, moral qui y passe. Désolé, je répète beaucoup moral, mais c'est vraiment le terme, je dirais. Le nouveau mentor de Dunk qui meurt. Il perd 2 mentors en très peu de temps, fatalement, et c'est ça qui est bien. Émotionnellement, c'est le meilleur épisode. Maintenant, objectivement, je trouve que c'est le moins bon en termes de structure narrative et en termes de littéralement tout le reste. Et c'était un peu inadapté, je trouve, à ce qu'il voulait raconter de manière efficace. C'est pas mauvais, c'est d'après moi le moins bon, mais encore une fois, ça reste bien, quoi. Attention, mais il faut aussi critiquer, c'est mon travail. Et l'épisode 6, justement, je trouve qu'il est bien parce que maintenant que le tournoi a été complètement éclipsé, le jugement a pris le dessus, le jugement moral, et en même temps, t'as une victoire qui se finit en lui, tout seul, devant son arbre,
sans quelqu'un qui le soigne. Il faut qu'il demande, il a même pas demandé, j'imagine, mais Baratheon, il amène son maître pour le soigner, et le maître est nul en plus de ça. Donc c'est ça qui est drôle, c'est un peu lui qui gagne pour une bonne cause morale, mais en même temps, l'injustice, elle est là, quoi. Il voulait sauver une femme d'un méchant noble, et au final, il est dans une situation qui est pire qu'avant. Il a plus de thunes, il a pas gagné grand-chose, il a perdu un nouveau mentor, il est tout seul devant un arbre, il a même plus Egg, il est solo. Heureusement qu'il y a le Baratheon à côté qui l'aide, mais il est vraiment dans une pire situation qu'avant, et c'est assez tragique, et c'est un peu l'ironie en général de ce genre de série, surtout dans l'univers Game of Thrones. Et Baratheon lui dit ça, il lui dit clairement ça, il lui dit qu'en fait, parfois, la morale, c'est pas assez, quoi. Alors oui, il a fait quelque chose de bien, c'est quelque chose d'important, il y a un vrai conflit par rapport à ça, mais tu vois que, bah oui, parfois, même en faisant la bonne chose, tu finis ici, Edge Knight, sans rien, quoi. Et lui, il le dit, il s'est aussi beaucoup donné, il s'est sacrifié, et tu vois que Baratheon, il se sent plus proche du peuple que de la noblesse, pourtant il fait partie de la noblesse, hein, disons les choses, et tu vois qu'ils ont une vraie alchimie, qu'ils se comprennent, qu'ils s'entendent, qu'ils se taquinent, il y a un conflit aussi un peu entre les deux, il y a une question un peu de destin, de Dieu dans ce dialogue, et je pense qu'on va le revoir, j'en sais rien, encore une fois, j'ai pas lu les livres, je pense qu'on va le revoir, je pense qu'il va revenir, parce qu'ils ont vraiment un truc un peu unique, ils se comprennent, et en même temps, là où Dunk et Egg, ils apprenaient l'un de l'autre, là t'as Baratheon qui apprend aussi de la prouesse chevaleresque de Dunk, et il se reconnaît un peu en lui. Ils ont un moment assez touchant et beau, et je trouve que c'est le genre de charme aussi qu'a la série, et ce genre de moment honnête et sincère qui fait vraiment du bien et que t'admires, parce que lui aussi s'est donné à fond, voilà, pour une bonne cause, et il est un peu vexé de ne pas avoir été compris tel quel par justement Dunk, donc j'adore ce genre de passage, ce genre de moment, et j'espère revoir l'acteur qui fait un super travail évidemment, pour le coup, il dégage encore une fois une sorte d'énergie, de charisme, et de revoir cette relation un jour entre eux, quoi. Après, c'était hyper important aussi d'opposer Dunk à la noblesse des Targaryens, car il fallait montrer que les Targaryens sont endeuillés, ils sont vraiment tristes par rapport à ce qui s'est passé, mais Dunk aussi, il est triste, il se sent coupable, pourtant il a rien fait, hein. C'est lui qui a décidé de venir, c'était son propre consentement, il a été aidé, mais il est là pour montrer sa compassion. Et je trouve que c'est important parce que dans un monde où justement il y a les pauvres, les riches, Dunk, il est pauvre, hein, mais il va parler de choses humaines, il va parler de compassion, et en même temps, bah oui, il y aura ce truc un peu vicieux des Targaryens qui vont pas le respecter, qui vont être en colère par rapport à lui, mais lui, peu importe ton statut, il veut que tu te sentes bien, il veut que dans ce cas-là, tu vives ton deuil convenablement, et le fait qu'il y aille pour sa culpabilité et en même temps pour partager, bah oui, sa compassion, quand quelqu'un meurt, on va voir leur famille, et on leur dit, bah voilà, mes condoléances et tout, je pense que c'était important pour montrer qu'en fait, ça impacte tout le monde, peu importe le statut, et justement pour montrer qu'en fait, ça reste aussi une bonne personne. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place par rapport au débat politique, la place qu'il a dans ce monde. Ce fameux Dunk, il est méprisé encore une fois, surtout parce que Egg veut être son écuyer, mais jamais un Targaryen va accepter, car ça voudrait dire que Egg va passer sa vie avec des pauvres, de manière générale, la plèbe, littéralement. Et la lumière sur le dos de Duncan montre que c'est lui la bonne personne dans ces discussions, c'est lui qui a raison, c'est pas pour rien que l'éclairage est fait comme ça, il a l'ascendant sur, en tout cas, le personnage d'un point de vue des notions chevaleresques, des valeurs, et ça qui est intéressant, et ça oppose encore une fois riche et pauvre, et la déconnexion entre les rois et le bas peuple. C'est assez intéressant, je trouve, de ce point de vue-là, et j'espère que la saison 2 va encore parler de ça. J'aime aussi beaucoup la colère d'Egg, qui est liée à la fois, de manière symbolique évidemment, à ses cheveux qui repoussent. Quand ses cheveux repoussent, il y a le sang Targaryen qui revient en lui. Le sang Targaryen, c'est ce qui veut effacer constamment son identité, parce qu'il est vraiment partagé entre ces deux mondes, et justement, son côté Targaryen, c'est lui qui veut venger sa famille évidemment en tuant un membre de sa famille. Il veut aussi venger un peu Dunk, on le ressent. Donc c'est quelque chose qui est à la fois accepté parce qu'il réagit vraiment de manière normale, hein. Le parent, c'est assez choquant parce qu'il se dit ok, bon, t'allais faire un truc, on le voit, je comprends ta colère, c'est logique. Dunk n'aurait pas réagi de la même manière. Donc il y a un truc un peu vicieux par rapport aux Targaryens qui sont habitués aux trahisons, aux meurtres, aux fratricides, aux patricides, ce genre de choses. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment vu comme normal, là où Dunk réalise que c'est pas la vie qu'il veut, quoi. C'est pour ça qu'il fuit aussi, c'est qu'il se rend compte de la personne qu'il allait devenir, chose que j'adore aussi. J'adore aussi comment je répète parce qu'il y a plein de choses que j'adore cette série, hein, comment il conclut tous les arcs des personnages en donnant à chaque personnage un petit moment qui soit positif, négatif, il y a un petit moment, un petit adieu, quelque chose, tout se conclut de manière satisfaisante, tu vas probablement jamais revoir certains personnages, mais ça qui est bien, c'est ces beaux adieux, c'est ce moment où tu dis ok, c'est presque un feel-good show où l'aventure continue et ça se passe bien, même s'il se passait des drames et des choses comme ça, il y a un truc vraiment réconfortant dans ces relations, chose qui nous tient en haleine en tant que spectateur évidemment tout le long. Donc je trouve que c'est vraiment bien et ça te donne vraiment envie d'aventure, quoi. Quand Egg rejoint Dunk, tu dis ok, on y est, il y a de l'alchimie entre les deux, il y a cette blague sur les 9 royaumes. Je sais pas s'il y a 9 royaumes, en fait. Pour moi, c'est 7,
et le reste c'est un peu des régions, donc il y a peut-être 9 régions plutôt que 9 royaumes, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas l'alchimie est présente, ils rigolent déjà dès le début, il y a ce truc où Dunk assume aussi que c'est lui le chevalier et Egg est l'écuyer, donc ça marche bien, c'est accepté, les deux vont partir, t'as trop hâte de voir ça. Franchement, mettez-moi ça dans mes veines une fois par an, quoi. J'ai grave kiffé. C'est beau qu'il passe à autre chose. Il oublie littéralement son mentor qui va dans une autre direction et je trouve que c'est touchant, c'est symbolique, peut-être un peu lourdingue, mais je trouve que ça marche, quoi. En termes d'émotion, c'est ce qu'il faut parce qu'il conclut son rite initiatique. Dunk et Egg le conclut en tout cas, mais surtout Dunk, disons les choses. Et en même temps, oui, il y a un vrai cliffhanger car Egg a menti et a abandonné sa famille. Ça crée un vrai problème, évidemment, qui donne envie de voir la suite, mais c'est intelligent d'avoir mis ça après le titre parce que c'est un peu une sorte de scène post-générique. C'est pas très important. La fin émotionnelle, elle est là. C'est lui qui passe à autre chose, c'est lui qui oublie, entre guillemets, son maître, qui devient le nouveau chevalier. C'est ça qui est beau. Le cœur émotionnel, il est là. C'est pas ce petit cliffhanger, quoi. Mais le cliffhanger te donne quand même envie de voir la suite. Et oui, j'étais ému, oui, c'était bien, et oui, j'ai grave envie de voir la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère qu'en fin d'année, ça sortira, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.